Merci de l'invitation de la Société des Amis du Château de Pau. Merci également à Étienne Lassailly de cette introduction généreuse, trop généreuse, peut-être même un peu trop excessive en ce qui concerne ma maîtrise de telle ou telle langue. Donc si le S final de mon prénom se prononce ch, c'est parce que je viens de Hongrie et en hongrois on prononce cette lettre ch. Je ne vais pas commenter tous les aspects de mon travail antérieur concernant la fréquentation du château de Pau. Je vous expose simplement en introduction ce qui m'a amené à ce sujet et à cette période, le XXe siècle, début du XXIe siècle, que je fréquente comme tout un chacun. Mais si vous m'avez déjà entendu parler ici ou ailleurs, vous avez constaté que je parle plus souvent des sujets liés à la Renaissance, donc au XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Mais il se trouve que dans un projet qui s'est déroulé entre 2019 et 2020 et qui s'appelle BODA, Big and Open Data for Atlantic Heritage, un projet qui porte sur le patrimoine culturel, les sites patrimoniaux et leur fréquentation et tout ce qu'on peut dire sur le lien entre la fréquentation et ce qu'on appelle la mise en tourisme à la lumière des données de la fréquentation, mais aussi données des nouvelles technologies, réseaux sociaux, l'usage de l'Internet. Et dans mon laboratoire ITEM à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'idée était d'ancrer ce sujet dans une longue durée, en tout cas une plus longue durée que ces dernières années, et remonter autant qu'on pouvait, et grâce aux sources, éclairer ce sujet autrement. Ce qui m'a amené à travailler longuement à la bibliothèque du Château de Pau. Et j'ai dépouillé un certain nombre de sources. J'ai eu également accès grâce au service des publics et grâce au service de la communication du Musée national à des données concernant l'usage du site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai présenté des résultats le 29 novembre dernier et dans ma présentation du 29 novembre dernier, j'ai parlé un peu de la seconde moitié du XXe siècle du point de vue de la fréquentation, mais bien sûr, il était impossible d'évoquer tous les aspects de ce sujet, dans lequel la venue de visiteurs de marque, des présidents, des souverains notamment, a eu un impact considérable. Et à la bibliothèque du château, au centre de recherche Jacques de la Prade, j'ai dépouillé notamment les différents numéros du bulletin de la Société des Amis du Château de Pau, dans lesquels on trouve énormément d'informations sur les visites de ceux et celles que j'évoquerai tout à l'heure. J'ai également utilisé les rapports d'activité du musée. J'ai dépouillé la revue de presse du musée. On voit les classeurs sur l'image avec beaucoup de journaux et de coupures de journaux réalisés par les documentalistes successifs du château. J'ai utilisé les données du site internet et celles des réseaux sociaux. Il va de soi qu'aujourd'hui, je ne parlerai que d'une partie de toutes ces sources, notamment de ce que j'ai trouvé dans le bulletin de la Société des Amis. Parfois, les informations qui y figurent sont reprises soit de la presse, soit directement du livre d'or que j'ai pu consulter très récemment. Hier, pour vous dire toute la vérité. Et donc ici, en plus de la couverture du dernier numéro,
du bulletin de la Société des Amis, vous avez donc les classeurs et aussi une boîte que vous voyez peut-être un peu en bas de l'écran. C'est la boîte de la revue de presse concernant la visite du général de Gaulle. Et vous avez un extrait du livre d'or, la page qui résume la visite du général de Gaulle. Et il y a bien sûr les signatures dans ce livre d'or. Et je vous en montrerai plusieurs exemples. Voici les sources. Et donc, regardons quelles sont les grandes visites qui ont visité le château. Je commencerai d'abord par les visites présidentielles. Et ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai des visites royales et princières. Donc, je vous propose un survol de ces visites, de la plupart de ces visites, parce qu'il va de soi qu'il y en avait d'autres et que 45 minutes ne suffisent pas pour les évoquer toutes, et surtout pas les évoquer en détail. Donc, ça va être un survol, et à la fin de ce survol, j'essaierai de dégager quelques conclusions qu'on peut tirer de ces données. On commencera par les visites présidentielles et notamment par celle de Vincent Auriol en 1953 pour célébrer le 4e centenaire de la naissance d'Henri de Navarre, futur Henri IV, dans le cadre des fêtes de l'unité française. Donc une visite importante. Arrivé à 11h55, on voit Vincent Auriol et à sa droite Jacques de Laprade. On voit un certain nombre de personnes dans l'entourage autour de ces deux figures centrales. On aperçoit le préfet dans son uniforme. On a souvent, lors de ces visites, également la présence de l'architecte des bâtiments de France et d'autres responsables, maire de Pau, des responsables du département et d'autres. Je ne vais pas les nommer, évoquer à chaque fois, mais il faut penser toujours à une délégation assez importante, à la fois qui accompagne le visiteur, mais aussi une délégation qui accueille le visiteur. Donc ici, on a Vincent Auriol, une visite assez importante, peut-être la première grande visite dans la seconde moitié du XXe siècle, suivie de celle de Charles de Gaulle en 1959. Lui, il arrive à 15h05. Il est accueilli par Jacques de Laprade, conservateur du musée du château de Pau de 1946 à 1974. Et ici, j'ai choisi une photo des archives du Sud-Ouest, donc photo issue des archives du château, qui a été publiée à la fois au moment de la visite du général, mais qui a été republiée au moment du décès de Jacques de Laprade. Et au moment où Jacques de Laprade décède, et au moment où le journal Sud-Ouest publie donc un article à son sujet, le journal a choisi cette image de la visite de Charles de Gaulle pour illustrer finalement l'importance de ce conservateur qui a marqué une bonne partie du XXe siècle au château de Pau. Et donc on voit aussi l'importance de la visite de Charles de Gaulle parmi celles que Jacques de Laprade pouvait accueillir. Donc c'est une photo assez importante à la fois pour le château et pour Jacques de Laprade aussi, et puis pour le journal. On a une photo avec un plan plus large. On voit beaucoup de monde devant l'aile Napoléon III, donc l'entrée principale du château, par laquelle arrivent en général les visiteurs ordinaires et visiteurs de marque. Après l'arrivée au château, généralement,
il y a une remise de cadeaux traditionnels, régionaux, par ici, jeunes Basques et Béarnais en costume régional présentent leurs dons au général de Gaulle. Fromage, notamment fromage, agneau et d'autres produits, du vin aussi. J'ai choisi quelques citations de Juliette Rigal au sujet de quelques visites importantes, ici celle du général de Gaulle. Elle dit que dans la salle à manger des officiers de service, des invités et Madame de Bastard, président des Amis du Château de Pau, et moi sommes maintenus par un cordon de gardiens. Le général serre quelques mains. En passant, il a une main grande, énergique et ferme. L'image que vous voyez a été prise dans les cuisines et donc le général passe ensuite à la salle des officiers de service, puis à la salle des sans-couverts. C'est à peu près l'itinéraire habituel des visites importantes. À gauche, vous avez sa signature dans le livre d'or du musée. Après la rencontre de l'élite départementale dans la salle des sans-couverts, il visite un peu le château, mais très brièvement, car il part à 15h40, donc globalement une visite de 35-40 minutes. Il quitte le château du côté de l'aile sud, donc par les terrasses, et ensuite, avec sa voiture, il va emprunter le boulevard des Pyrénées. Donc, c'est à peu près le parcours habituel des visites importantes des années 50, 60, 70. Et on aura plusieurs photos à plusieurs endroits de cet itinéraire. On voit Jacques de la Prade aux côtés du général à son départ. Et la une de la République des Pyrénées, le Béarn a conquis le président de Gaulle, une assez imposante. Dans l'ordre chronologique, arrive Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, visite réalisée dans le cadre d'une tournée effectuée en France au mois de mars, en voiture, en train, en avion. Donc il arrive à Pau le 26 mars 1960, après avoir visité Lagor et Mourenx. Donc la zone industrielle, l'exploitation du gaz, tout ce qui était moderne et récent à cette époque-là, et tout ce qui faisait aussi la fierté de l'industrie française à cette époque-là. Souvent, les visiteurs de marque arrivent au château après avoir visité ces lieux-là. Et dans son cas, il a trouvé un peu longues les explications des ingénieurs. Donc il était pressé de venir à Pau. Il arrive en soirée à 19h20. Il ne reste que très peu de temps parce qu'il repart à 19h55. Juliette Rigal nous dit qu'un petit homme rond, chauve et hilar jaillit de la première voiture et se précipite vers moi en me serrant vigoureusement la main d'une poignée ronde, chaude et ferme, me laissant tout ébahi. On a l'image de son arrivée. Ensuite, il reçoit les cadeaux. Deux cadeaux notamment ont retenu l'attention des photographes. L'agneau et les bouteilles de vin de Jurançon. Juliette Rigal nous dit « Les paysans béarnais et basques lui présentent à leur tour les dons traditionnels, un fromage et un petit agneau de lait. Explosion de joie du président. On aurait cru que tout un atavisme de paysans russes se réveillait en lui et riait de tout son cœur. » Donc il était très animé, très content d'être à la fin de sa journée. Et Juliette Rigal en donne un petit aperçu dans le texte qu'elle a consacré à ses souvenirs des grandes visites publiées en 1998. Ensuite,
Après les cadeaux, le président soviétique se trouve dans la salle des sans couverts. Juliette Rigal nous dit « Dans la salle à manger aux sans couverts, une estrade lui a été préparée à côté de la statue d'Henri IV. C'est là qu'il prononça une brève allocution, tout entière orientée vers la coexistence pacifique, qui est à l'époque une de ses préoccupations majeures. Préoccupation louable. Et j'ai appris qu'il y avait une estrade grâce à Juliette Rigal, car sur la photo, on ne voit pas trop l'estrade. Bon, on voit certes le président soviétique devant la statue d'Henri IV, et on a dans la presse souvent des photos avec des visiteurs de marque dans cette salle, et il y a la statue d'Henri IV toujours dans les parages, tout près en général. Je continue avec la visite du président de la République de Turquie, le président Sunay, le 1er juillet 1967. Il arrive à 12h15. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'heure de son départ. Donc, c'est un homme, c'est un militaire qui arrive à la tête de la République de Turquie en 1966. Donc, visite finalement peu après son arrivée. Et ici, sa signature dans le livre d'or, ainsi que celle de son épouse, en bas à droite de l'image. Donc, une visite au sujet de laquelle j'ai trouvé relativement peu d'informations. Mais ça arrive parfois quand on a des visiteurs moins spectaculaires que Nikita Khrouchtchev, par exemple. Omar Bongo, on dit bon, président du Gabon, arrive au château de Pau le 9 juillet 1970. On a, grâce à Juliette Rigal, un résumé de sa visite. Donc, il a visité Lac aussi. Il arrive au château à 11h et donc il admire les tapisseries qui retiennent souvent l'attention des visiteurs du château. En ce qui concerne sa visite, qui était visiblement préparée, car le conservateur est là, l'architecte des bâtiments de France est là, donc il est accueilli, mais dans le livre d'or, je n'ai pas trouvé la trace de sa signature. Dans le livre d'or, souvent c'est précisé qu'on propose, donc qu'on présente le livre d'or et que l'invité a bien voulu signer. Et dans la presse, parfois on a cet écho aussi, dans le bulletin de la Société des Amis aussi, mais tous les visiteurs n'ont pas forcément signé le livre d'or. Dans l'ordre chronologique arrive le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui est venu pour inaugurer le colloque de l'association Vita Latinae, qui était un colloque de savants spécialisés dans l'Antiquité, le monde latin, et le président du Sénégal a présenté un discours sur la politique culturelle d'Octave Auguste, et il a laissé une signature dans le livre d'or au château d'Henri IV, devant la statue d'Henri IV. Valéry Giscard d'Estaing est au château de Pau le 5 octobre 1979 pour un déjeuner en compagnie d'André Labarrère qu'on aperçoit sur la photo. Et le président Giscard d'Estaing a laissé également une signature avec son nom et sa fonction, président de la République, coprince d'Andorre, entre parenthèses, du fait d'Henri IV, avec la date. Donc, il y a ce rappel de cette fonction, de ce titre, princier, coprince d'Andorre, qui vient des contes de Foix, donc d'Henri IV, directement. Et il a visité un peu le château après le déjeuner.
mais ce n'était pas une visite aussi longue que pouvaient faire par exemple les souverains suédois. Et j'en parlerai tout à l'heure. Dans l'ordre chronologique, on se demande en 1981 si le président de la République viendra au Festival de Pau. On a ici une image de Roger Hanin, le directeur du festival, sur les gradins érigés dans la cour d'honneur du château de Pau. Et cette année-là, il n'y a que l'épouse de François Mitterrand qui assiste au festival et qui est là avec des ministres. Jack Lang vient plusieurs fois, ou d'autres ministres viennent plusieurs fois. Je n'ai pas trouvé de signature de François Mitterrand dans le livre d'or. Et lors de sa visite en 1984, dans la presse, on ne parle pas d'une visite au château. Donc soit les journalistes n'ont pas tout noté, soit il n'est pas venu. Donc, en tout cas, je n'ai pas trouvé dans mes recherches et dans la revue de presse du château des sources concernant une visite éventuelle par le président Mitterrand. Et curieusement, après, je n'ai plus de traces de visite présidentielle. En tout cas, je n'en ai pas trouvé ou je n'en ai pas vu. Donc, sauf erreur de ma part, chronologiquement, il y a un grand saut à faire pour arriver au sommet G5 de Sahel en 2020 avec Emmanuel Macron qui a accueilli au château de Pau pour ce sommet-là 5 présidents africains pour discuter des questions liées à la sécurité, à l'économie, à la géopolitique. Et on voit sur cette sélection de photos présentées par la République des Pyrénées en janvier 2020 que le président, accompagné du maire de Pau, François Bayrou, accueille les présidents devant le château et ensuite la réunion se fait dans la salle du service dans la salle des officiers de service et ensuite il y a une conférence de presse très imposante avec beaucoup de journalistes dans la salle des sans couverts. On a l'image juste en bas que vous voyez un peu peut-être mieux dans le journal et dans l'enregistrement qui va être disponible. Je passe ensuite aux visites royales et princières. Il y en a beaucoup. Je commencerai par celle d'Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, visite marquante. En 1959, chronologiquement, vous allez voir que les années 50, 60 sont des années très denses du point de vue des visites de grands personnages. Ici, on a dans la République des Pyrénées le programme de sa visite annoncé. Et quand on voit les souvenirs de Juliette Rigal et le résumé fait dans le livre d'or, on voit l'empereur arrive avec un certain retard, mais il arrive à rattraper un peu le temps en raccourcissant sa visite et il repart à peu près à l'heure prévue, à 12h45. Donc 25 minutes de visite seulement, malheureusement, pour le château. Donc ça limite aussi le nombre de photos qu'on peut en avoir. Mais ici, on voit dans le château, pendant sa visite, aux côtés de Jacques de Laprade et sur d'autres photos également dans la chambre de naissance d'Henri IV. Lui aussi, comme beaucoup de visiteurs de marque ou ordinaires, s'arrête devant le berceau. Il y a un moment de recueillement qui est noté dans la presse, dans le livre d'or aussi, parfois, et ensuite il quitte le château du côté de l'aile sud et il a laissé une signature assez particulière dans le livre d'or, comme vous pouvez la voir. On passe à la première visite que j'ai trouvée
des souverains de Suède, Gustave VI Adolphe et Louise Mountbatten, en 1963. On a une photo ici de leur arrivée. Et ensuite, leur signature. Les membres de la famille royale de Suède sont les plus nombreux à venir régulièrement en raison du lien historique et familial. Forcément, l'aïeul Bernadotte et le berceau. Donc, ils visitent souvent le musée Bernadotte en premier, mais ils passent beaucoup de temps aussi au château, souvent plus de 2 heures ou plus de 3 heures. Je vous donnerai aussi un exemple. Dans cette présentation, je n'ai pas repris chaque visite de chaque souverain ou de prince héritier parce que ça nous obligerait de rester beaucoup plus longtemps. Donc, j'en parle un peu, je vais faire référence à ces visites, mais je continue avec la visite d'autres personnages importants de ce XXe siècle. Dans l'ordre chronologique, j'évoquerai celle de Son Altesse impériale et royale Otto de Habsbourg-Lorraine en 1968. Il reste 40 minutes, entre 15h et 15h40. Il aurait pu assister à une conférence des amis à 15h. Donc, c'était le créneau parfait. Alors, pourquoi vient-il au château de Pau ? Alors, il voyage beaucoup. C'est un Européen convaincu qui a joué un rôle très important dans la construction européenne et ensuite dans l'intégration des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est dans les années 1990, et pour cause, il est héritier, il est descendant, il est le fils du dernier empereur d'Autriche et dernier roi de Hongrie. On voit ici avec ses parents en 1916 à Budapest, ma ville natale, après le couronnement de son père comme roi de Hongrie. On le voit à côté de sa mère, Zita, et le lien vient d'ici, car Zita, sa mère, est issue des Bourbons-Parme, donc d'une branche des Bourbons, et lui-même fait référence à ses origines et il considère Henri IV comme l'un de ses ancêtres. Et il a laissé sa signature dans le livre d'or du château, signature assez imposante aussi. Et on le voit en 1967. Alors, il y a des photos également qui viennent du Wikipédia, donc une photo d'époque avec un ouvrage sur Charles Quint. Ensuite, j'ai trouvé des coupures d'articles et aussi la signature du prince consort de Danemark, Henri de la Borde de Montpezat, dont l'un des ancêtres était maire de Pau dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et on voit le jeu de mots dans le sud-ouest, Henrique à l'ombre d'Henri, là où il passe, et ensuite il déjeune dans la salle des Sans Couverts. Et il a laissé sa signature, et il a laissé une deuxième signature dans le livre d'or en 2007. Donc il est revenu beaucoup de temps plus tard, comme un certain nombre d'autres visiteurs, et je vous en parlerai. Donc une visite mémorable pour l'inauguration d'une exposition intitulée Pau, ville anglaise. Sixte Henri de Bourbon-Parme, né à Pau, vient en 1986 en compagnie d'André Castelot et André Decaux et Alain Decaux pour la présentation d'une biographie d'Henri IV par André Castelot. Et on les voit ici avec la statue d'Henri IV. Souvent, on a des visiteurs photographiés à cet endroit-là. Et ensuite, on les voit à côté du berceau d'Henri IV, où s'arrêtent la plupart des visiteurs. Et quand il s'agit de visiteurs issus de la famille des Bourbons,
On a souvent des photos juste devant, même on dirait des poses pour les photographes, car il s'agit vraiment de montrer ce lien généalogique avec Henri IV et avec le berceau familial, comme c'est mentionné dans le Livre d'Or à plusieurs endroits. Ensuite, Alphonse, duc de Cadix et d'Anjou, Alphonse de Bourbon, donc différentes branches des Bourbons, mais avec des prétentions royales, soit au trône d'Espagne, soit au trône de France. Encore une fois, les mêmes photos issues de Dynastie Hebdo. La revue de presse du château n'est pas seulement locale ou régionale, mais parfois nationale, quand il y a des titres nationaux qui sont répertoriés. Et donc, on a d'autres organes aussi, le Figaro, d'autres, Combat. Ici, Dynastie Hebdo, donc la presse intéressée par les questions nobiliaires, visite en 1987 pour célébrer le millénaire des Capétiens, Hugues Capet, qui accède, qui devient roi des Francs à ce moment-là. Et une autre photo avec Jacques Perrot, à ses côtés, conservateur du château, devant le berceau, et une signature avec toute l'émotion de l'année des descendants de Henri IV. On voit bien la référence à cette préséance entre les différentes branches des descendants royaux en 1987. Vient ensuite Henri d'Orléans, comte de Paris, en 1987 également, accompagné de ses petits-fils, les princes Jean et Eudes. Donc une coupure de journal du Sud-Ouest annonçant le programme du comte à Pau. Et ici, la signature du comte et de ses petits-fils, Jean de France, dont on reparlera tout à l'heure. L'année 1989 est une année très importante. Le 3 août 1989 est le 4e centenaire de l'avènement d'Henri de Navarre comme Henri IV de France. Et on voit dans le Livre d'Or une multitude de signatures de la famille, de différentes branches de la famille des descendants royaux. Donc il y a bien sûr Isabelle d'Orléans-Bragance, qui en l'absence du comte de Paris, donc son épouse, arrive en première place, donc sa signature ouvre les pages de cette visite-là de 1989, suivie des enfants, des enfants, des petits-enfants, donc à la fois des Orléans, mais aussi des Bragances. Donc de France, d'Espagne, Brésil et Portugal, dont on a la liste ici sur une page avec un en-tête des célébrations de l'avènement d'Henri IV en 1989. J'ai trouvé aussi une coupure d'articles de presse concernant la visite du comte Bernadotte en famille. Il s'agit d'une branche des Bernadotte, celle des comtes de Wisborg, qui sont installés en Allemagne. Et c'est Gustav Lennart Nicolaus Paul Bernadotte qui vient avec sa famille. C'est une visite privée et pas tellement politique. Il y a bien sûr la référence à Bernadotte parce que c'est un descendant, mais c'est un retour aux sources en famille, visite privée. Et ensuite, la famille est partie à Biarritz où le comte a rédigé ses mémoires avant de retourner en Allemagne. Et on les voit du côté de l'aile sud, où on voit généralement, souvent, des visiteurs en photo. C'est vrai que l'endroit s'y prête aussi, hein.
On arrive bientôt à la fin de nos visites royales et princières, ici avec le prince Philippe, duc d'Édimbourg, en juin 1992, avec une signature toute simple, Philippe, dans le livre d'or. Heureusement que je savais qu'il était là, parce que sinon je me serais demandé qui était ce prince Philippe en 92. Et avec une photo assez particulière de cette visite devant le château de Pau. On dirait que le préfet pose pour le photographe, avec un maire de Pau, André Labarrère, qui explique quelque chose avec beaucoup de conviction. Le prince essaye de suivre et on voit François Bayrou juste derrière, en train d'attendre la réaction du prince. Donc voilà, il y a un moment d'histoire photographié ici. Et c'est très intéressant à voir, d'autant plus que la reine d'Angleterre n'était pas très loin, elle était à Bordeaux. Donc la reine elle-même n'est pas venue, mais son mari, le prince, est venu jusqu'à Pau. Alors il a visité Turbomeca, en lien avec Rolls-Royce notamment. Et bien sûr, le château s'impose souvent comme un lieu à visiter après avoir visité des installations industrielles ou des usines. Jean d'Orléans, en 2005, ici, il a laissé un texte assez long par rapport à ceux qu'on a dans le livre d'or. Donc, je vous présente aussi pour ça, avec sa signature, donc duc de Vendôme, et il explique qu'il a gardé un souvenir assez important de sa visite en 1987, donc tout ça c'est écrit, et qu'il était content de revenir et de refaire une visite similaire dans ce château qui est le berceau familial, leur berceau familial. Donc là, on a un texte assez extraordinaire à cause de sa longueur. Bon, on n'a que quelques lignes, mais... On peut le lire ? Alors, je pourrais vous le lire, mais là, j'ai une reproduction assez... Alors, si vous voulez, je peux tenter, mais... Oui, en vous remerciant d'avoir fait revoir... revivre quelques souvenirs, merci, quelques souvenirs qui étaient restés enfouis plusieurs années dans ma mémoire. Après ma première visite à Pau en 1987 avec mon grand-père, le comte de Paris. Et ensuite, j'ai eu grand plaisir à refaire la visite du château de Pau qui reste quelque part notre berceau familial. Votre affectionné, Vendôme, le 22 octobre 2005. Et donc, il rappelle sa visite antérieure. Et en 2007, arrive Henri de la Borde de Montpezat. Et lui, il signe, mais il ne rappelle pas sa visite antérieure. Donc, la différence est à relever. Alors, quelques conclusions aussi pour terminer, parce qu'il faut bien tenter de présenter quelques conclusions à la fin d'une présentation comme celle-ci. Alors, quel est le cadre des visites? Pour les présidents, ce sont souvent des tournées en France ou dans le sud-est, sud-ouest. Je m'excuse, là, c'est une erreur importante de la France. Et souvent, donc, des tournées pour voir les installations industrielles, agricoles, les usines, qu'il s'agisse de présidents français ou étrangers. Pour les rois princes ou princesses, il s'agit de revoir les racines familiales, revendiquer aussi un héritage, mais il y a aussi de grands événements.
pour lesquels ces princes viennent. Alors, je vous ai mentionné la visite d'Henri de Montpezat pour inaugurer l'exposition Pau ville anglaise. Otto de Habsbourg-Lorraine vient faire une conférence sur la Chine au club de Lions de Pau. Il y a aussi d'autres. On a vu Sixte-Henri de Bourbon pour la présentation d'un ouvrage. Il y a des expositions, vernissages, donc beaucoup d'événements. Et à ces occasions-là, les princes sont là. Quel est le temps des visites? Alors, j'essaie de voir s'il y a une saison plus propice que d'autres pour la visite de ces souverains, comme pour la visite des touristes ordinaires, finalement. Et le printemps et l'été, dans ma petite statistique qu'il faudrait compléter, arrivent en tête. Donc, on a beaucoup plus de visites au printemps et pendant l'été. Quelques visites quand même, des visites d'importance aussi en automne et en hiver. Mais bien sûr, la météo n'est pas tout, parce qu'il y a des dates dans l'histoire à laquelle il faut, on va dire, s'adapter. Il y a aussi, pour les présidents qui travaillent, des sommets, des négociations, des visites. Et on sait que les visites d'État sont négociées bien longtemps, bien à l'avance. Donc, difficile d'établir un portrait assez, on va dire, assez objectif, mais il y a le printemps et l'été qui s'imposent. Quelle est la durée des visites? Elle est souvent inférieure à 1 heure, donc une visite assez rapide, avec des arrêts marqués quand même devant le berceau d'Henri IV. Il y a quelques exceptions, plus de 2 jours ou de 3 heures, comme en 1980 avec Charles XVI Gustave de Suède, qui arrive à 18h30 et qui part à 22h15. Mais il y a donc la visite, mais aussi le repas. Et puis les discussions, les allocutions. Donc voilà. Et puis, il y a des lieux marquants. La salle des sans couverts, la carapace de tortue et le couloir et salon Bernadotte, où on voit souvent les visiteurs de marque, notamment les souverains de Suède, et pour cause. Mais très souvent, devant la carapace de tortue, dans la presse, on marque que les visiteurs s'attardent, se recueillent, lisent l'inscription sur le manteau de la cheminée. Donc vraiment, c'est un lieu central du château, comme il se doit, avec 2 images du couloir et du salon Bernadotte à visiter ou à revisiter, comme le faisaient aussi les visiteurs de marque que j'ai évoqués dans ma présentation. Je vous remercie de votre attention et à bientôt à une prochaine conférence des Amis du Château. Merci beaucoup.